Hier soir, arrivé à Potosí depuis Uyuni. Première impression, c'est une ville enclavée entre les montagnes où tout va à toute allure. Les bus, les voitures, les gens. À peine arrivé, on saute dans un collectivo au hasard et nous voilà à remonter l'avenue principale jusqu'au centre. Tout pue les pots d'échappement. Les bus crachent des fumées noires. Mais pourtant, en se rapprochant de notre hostel, nous sommes fort étonnés de découvrir un centre-ville totalement différent, avec de beaux bâtiments, une jolie place du 10 novembre et des petites ruelles sympathiques. Cette nuit, j'ai très mal dormi parce que, avec l'altitude, je sais pas, j'ai eu super mal à la tête alors que j'ai pas du tout eu de soucis quand on a fait toute l'excursion. Oh, je pèle de la peau là. Oui, on a la peau très sèche ici, très très sèche. On est dans un petit hôtel hyper sympa sur Potosí. Nous y passons malheureusement peu de temps, mais avons l'honneur de visiter l'antre du Cerro Rico, ou Montagne Riche, une montagne qui domine la ville du haut de ses 4824 mètres, faite de minerais d'argent. La visite de la mine s'effectue avec Willy, un ancien mineur qui nous a vraiment fait vivre par ses explications les conditions de travail très rudes qu'impose l'extraction des minerais. Si autrefois le Cerro Rico était le deuxième plus gros gisement d'argent du monde, aujourd'hui les veines d'argent se font rares et s'amincissent, et il ne reste que du zinc et de l'étain. Toujours en activité, le Cerro fournit toujours beaucoup d'emplois à la ville minière de Potosí. Cela en fait le site minier en fonctionnement le plus ancien au monde. Malheureusement, l'espérance de vie d'un mineur ne dépasse pas 45 ans. La silicose, une maladie respiratoire causée par la poussière de silice, est l'une des principales causes de mortalité précoce des 35 000 ouvriers. Ces traces que vous voyez là, c'est la silice. Vous avez une silicose. Mon conseil, Andrés, c'est d'arrêter immédiatement votre travail de mineur et de faire un traitement. Votre espérance de vie est très faible, 5 ans au grand maximum. C'est l'hypothèse la plus optimiste. Mais si vous continuez à la mine, c'est 1 an, au plus 2 ans. C'est ainsi que l'on sort de la mine, à la fois impressionné et confondu par cette expérience de la misère. Pour moi, il était important de la faire, et surtout, Willy nous a soutenu que cela motivait les mineurs, car cela valorisait leur travail. Incroyable. Le lendemain, nous poursuivons notre visite de la ville en voyant tour à tour la Torre Compañía de Jesús et le couvent de Santa Teresa. Cette dernière visite est doublement intéressante, tant pour le bâtiment en lui-même récemment restauré que pour les magnifiques œuvres d'art religieuses qu'il abrite. Construit en 1692, il est habité depuis par un ordre de carmélites. Aujourd'hui, moins d'une dizaine de sœurs y vivent encore, dans la partie privée que l'on ne peut pas visiter, mais à l'époque de sa construction, ce sont des jeunes filles de 15 ou 16 ans, issues de bonnes familles, et deuxièmes de leur fratrie, puisque les premières se mariaient, qui y entraient. Les familles payaient des dots impressionnantes pour qu'elles y rentrent, et jamais elles ne ressortaient de leur vie. 2 heures de conversation autorisées par jour, une vie rudimentaire faite de prières, de lectures, de prières, d'artisanat, de prières, ponctuées de fêtes religieuses parfois, mais aussi de prières, et encore de prières, d'autoflagellation volontaire pour ressentir la passion du Christ, et de prières. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? On est d'accord, c'est pas la partie la plus joyeuse du voyage. Nous avons ensuite retrouvé Clémentine et Marie, tout juste arrivés pour prendre une petite bière, et nous nous sommes rendus au restaurant Tambo Señorial pour manger une calapurca soupée, une spécialité de Potosí servie avec une pierre volcanique brûlante à l'intérieur, ce qui fait buller la soupe comme un volcan. Clap de fin avec la Casa de la Moneda, où on n'a pas appris grand chose vu l'anglais approximatif de notre guide, et où j'ai surtout retenu que les animaux utilisés pour faire tourner tous les engrenages des machines d'estampillage des pièces avaient une espérance de vie de 6 mois. Mon dieu, cette ville est vraiment déprimante. Le soir, grosse galère pour aller jusqu'au terminal de bus. On descend trop tôt du collectivo, on en reprend un autre qui emboutit une voiture et nous demande de sortir pour pouvoir faire son constat. La voiture était clairement en tort, mais passons. On en prend un troisième qui enfin nous emmène jusqu'au terminal, et enfin, on trouve notre bus sucré, départ à 18h, arrivé à 21h30. On vient d'arriver dans l'hôtel à sucré et c'est génial. On a
2 lits comme ça. Petit salon privé, petit bagnot presque privé. Une terrasse trop sympa. Notre arrivée dans notre petit hostel à Sucre nous émerveille déjà, mais la visite de la ville davantage. De superbes musées, comme celui del Tesoro ou del Arte Indigenas, refermant des collections incroyables sur l'art du tissage de certaines communautés, des églises et couvents magnifiques, un cementerio encore plus impressionnant que celui de la capitale argentine, un superbe mercado central où on peut manger encore pour 3 fois rien, et où on peut siroter des jus absolument délicieux. Un café Mirador qui permet de prendre un café et un gâteau à quelques mètres au-dessus de la ville, des super bars et restaurants, franchement on a adoré cette ville. Ça fait une demi-heure qu'il nous suit. On fait aussi l'incontournable visite de la Casa de la Libertad où on apprend énormément de choses sur l'histoire du pays. C'est ici que les députés de l'Assemblée générale des départements du Haut-Pérou ont déclaré l'indépendance et proclamé la République de Bolivar le 6 août 1825. Rédigée par le libérateur Simón Bolívar, la première constitution ainsi que les lois fondamentales du nouvel État furent ratifiées dans ses murs et le maréchal Sucre y prêta serment en tant que premier président de la République. C'est donc de là que vient le nom de Sucre. Avant, la ville s'appelait Ciudad de Plata. Mais surtout, à Sucre, on a fait plusieurs rencontres. D'abord, Pauline, une fille rencontrée sur un groupe Facebook, mais aussi Ilana, rencontrée à l'hôtel et accompagnée d'un couple de backpackers hollandais. Avec tout ce petit monde, on planifie un trek au cratère de Maragua. La veille du départ, c'est direction le Joyride Café, ça fait très bolivien, pour prendre un cours de salsa bachata. Ambiance au rendez-vous, c'était trop génial. Le lendemain, c'est parti pour le trek de Maragua, un incontournable de la région. Bien que ponctué de petites surprises, notamment des escrocs qui se font passer pour des gardes et vous obligent à payer des péages, mais aussi quelques couacs dans l'itinéraire, nos 2 jours nous émerveillent et toutes et tous nous en ressortons fiers d'avoir réussi à faire tout ça tout seul, sans guide. Huayrawan puncaita Yuyari huayurpi wa aspa Jipusa huayrawan puncaita Jipusa wa aspa Munakus etaita Yuyaspa, yuyaspa, yuyaspa Jipusa wa aspa Munakus etaita Yuyaspa, yuyaspa, yuyaspa regresa, tus labios me hablan de olvido. Tus ojos me dicen, regresa, tus labios me hablan de olvido. Y al final de este amor ya no queda nada, solo son cenizas, cenizas. Y al final de este amor ya no queda nada, solo son cenizas, cenizas, cenizas.
Le lendemain, après une petite visite au marché de Tarabuco avec Perrine, sous la pluie, nous planifions la suite du voyage et nous nous retrouvons pour de derniers au revoir avant le départ pour Sarama avec mon acolyte préféré. On a de la veine, l'itinéraire est déjà très compliqué de base et sans rien réserver en avance, on arrive quand même à obtenir les 2 places restantes pour le bus intermédiaire vers Oruro.